Très bon début de semaine à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité économique. Au menu aujourd'hui, 5 différentes destinations essentiellement sur le continent africain. Et c'est parti avec le sommaire. Les douanes et l'opérateur électrique se donnent la main au Cameroun. C'est pour lutter contre la contrebande du matériel électrique. Salon international de l'architecture et du bâtiment en Côte d'Ivoire, 15 pays africains sont présents à la 6e édition. Enfin, le Rwanda opte pour la démonétisation des transactions sur son sol. L'opération a commencé par le secteur des transports publics. Je le disais à l'instant, la Direction générale des douanes camerounaises et l'opérateur de production et de commercialisation de l'électricité unissent leurs forces pour mieux lutter contre la fraude et la contrebande du matériel électrique au Cameroun. Les deux entités ont signé dans ce cadre une convention de coopération. Voici le compte-rendu avec notre correspondant sur place, Narcisse Ouma. Le directeur général des douanes camerounaises, M. Fongot Erwin Nouavaga, et le directeur général de Néo-Cameroun, M. Joël Nana Kongchou, ont signé un accord de partenariat dans le cadre du renforcement des actions de la lutte contre la contrebande et les fraudes. La cérémonie de ce jour traduit en réalité notre engagement commun à travailler autrement pour vaincre les diverses fraudes, la contrebande, ainsi que la contrefaçon qui entrave le développement de notre secteur électrique. L'objectif de cet accord est de contribuer à l'amélioration de la qualité de service électrique à travers un contrôle des flux de matériel électrique devenu un risque majeur de sécurité des personnes et des biens. Au-delà, la Direction générale des douanes veut sécuriser les recettes douanières dont ce trafic prive les caisses de l'État. Nous voulons regarder le futur pour limiter les pannes techniques, pour limiter les pertes en vies humaines et aussi pour mobiliser davantage les recettes douanières. Par ce mémorandum d'entente, les douanes camerounaises entendent renforcer l'efficacité des contrôles en amont et en aval. Les deux parties conviennent d'échanger les informations pouvant aider d'une part à la traçabilité du matériel électrique importé avant son installation sur le réseau de Néo, et d'autre part au contrôle et à la saisie du matériel volé sur le réseau de distribution électrique et destiné à l'exportation. La cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre Eneo et la Direction générale des douanes s'est tenue sous la présidence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Diboa. Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli la 6e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment. Une édition qui a réuni 15 pays et qui a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, raison pour laquelle ce rendez-vous annuel, qui constitue d'ailleurs un cadre privilégié de réflexion sur les potentialités dont regorge le secteur du bâtiment, ce rendez-vous, disais-je, était placé sous le thème « 10 ans de solutions pour transformer nos rêves en réalité ». Le Salon de l'architecture et du bâtiment d'Abidjan, dans sa dimension exposition, forum d'échange et de réflexion, est une occasion de débat sur les grands défis dans le secteur bâti et une réponse aux besoins des professionnels et du grand public dans le domaine de l'habitat. Pour cette édition 2017 qui mobilise plus de 300 exposants contre une centaine il y a 10 ans et ayant pour thème 10 ans de solutions pour transformer vos rêves en réalité. Au-delà de la célébration de son 10e anniversaire, ce salon ambitionne de promouvoir le rôle de l'architecte dans l'œuvre de construction. Eux qui jusqu'ici se sentant marginalisés, exclus des grands projets infrastructurels de l'État. Désormais, l'État des Côtes d'Ivoire entend leur faire jouer leur rôle plus que par le passé, a rassuré le chef du gouvernement ivoirien. La 6e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment d'Abidjan a ouvert ses portes sur le site du futur parc d'exposition d'Abidjan, route de l'aéroport,
en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon. Lancé en 2007 par l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, ce salon enregistre cette année un nombre record d'exposants venant de 15 pays d'Afrique, de l'Europe et d'Asie. Le Rwanda a franchi un grand pas vers la démonétisation des transactions sur son sol. C'est à travers la généralisation d'un système de paiement par carte mis en place il y a 2 ans dans les transports publics. Ainsi, depuis le 1er octobre dernier, les passagers des bus n'ont plus besoin de liquidités pour payer leur voyage. De quoi donc éviter les fraudes et de faciliter la collecte des revenus. Le salon de l'architecture du bâtiment des Bigons. À Kigali, ce geste est devenu un réflexe. Cette carte rechargeable, baptisée Tapengo, est désormais le seul moyen de voyager dans les bus de la capitale. Une aubaine pour les opérateurs de transport. On a augmenté le rendement, ça augmente les revenus. Ça a été difficile parce que les gens auparavant ne comprennent pas, vu les habitudes. Et vous savez très bien, pour chasser des habitudes n'est pas chose facile. La carte coûte 1 € et les trajets ont un prix fixe, 25 centimes d'euros. Le système permet aux entreprises d'adapter le service aux besoins et au gouvernement de collecter les impôts plus facilement. Et dans les bus, plus de fraude ni de retard. Avant ces cartes, nous avions des problèmes lors des transactions avec les clients. Ils essayaient toujours de négocier. Mais maintenant, ils valident simplement, ça va vite, et il n'y a plus de conflit. La plupart des usagers ont très bien adopté ce nouveau système, mais pour ceux qui ne vivent pas dans la capitale, le Tapengo reste une énigme. C'est injuste. Je viens d'un village pour rendre visite à quelqu'un et il me demande d'acheter une carte alors que moi, je ne comprends pas à quoi ça sert. Cette carte, conçue par cette entreprise rwandaise, est la tête de pont d'une ambition gouvernementale, muée, à terme, vers une économie démonétisée. On contribue également à la réalisation de l'objectif de notre pays d'avoir une économie avec peu de transactions liquides et d'avoir toutes les transactions effectuées électroniquement. Plusieurs pays africains ont manifesté leur intérêt pour ce système. À ces groupes, qui se rêvent en acteurs panafricains du transport, est déjà implanté au Cameroun. Direction maintenant le Burkina Faso. La coordination des associations de femmes de Nagrin dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, la capitale, a bénéficié d'un important appui matériel. Le geste vient d'un fils du quartier qui veut contribuer à sa manière à l'autonomisation des bénéficiaires et à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Le compte-rendu est signé de notre correspondant Claude Ramba. Les femmes de l'arrondissement 7 de Ouagadougou peuvent laisser éclater leur joie. C'est un grand jour pour elles. Un fils du quartier, El Hadj Omar Razak Tapsoba, fait un don à la coordination des associations de femmes de Nagrin, composée de plus d'1 tonne de riz, 3 motos tricycles et un compte de 300 000 francs ouvert au profit de la coordination. Pour le donateur, ce geste est une invite à l'autonomisation des femmes de Nagrin pour une prise en charge et lutter contre la pauvreté tout en participant au développement de leur arrondissement. Les tricycles, les femmes vont utiliser ça pour faire du travail. Le travail, c'est quoi? C'est le ramassage des ordures. Et au lieu que tout le temps, qu'on vienne leur donner un sac de riz, qu'on vienne leur donner 2 sacs de riz de gauche à droite, elles vont travailler avec ces tricycles. Il y a des bottes qu'on va acheter pour les femmes, et il y a les blouses qu'on doit donner aux femmes, il y a un siège qu'on doit donner aux femmes. Bon, au fait, ça va aussi générer de l'emploi. Au-delà du folklore de la cérémonie, la présidente de la coordination Awa Kadiaga, Nissa Ouagadougou, au nom de toutes les femmes de Nagrin, a remercié le donateur et surtout pris l'engagement de relever le défi de l'autoprise en charge des femmes par la création d'une entreprise de ramassage d'ordures. Rappelons que la coordination des femmes de Nagrin compte en son sein 116 associations féminines. Restons en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci pour nous intéresser à la croissance économique du Mali, une croissance qui s'affiche à 5,3% pour l'année 2017.
Nous en parlons avec notre chroniqueur Casimir Pédio. Bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui a porté l'économie malienne à 5,3% de croissance cette année? Les efforts donc, de paix, premier facteur donc, pour cette croissance de 5,4%, comme vous le dites. 5,3%, j'allais dire, comme vous le disiez, mais aussi et surtout l'agriculture. Oui, l'agriculture au Mali aujourd'hui est le sous-secteur primaire qui a pris donc son envol après donc les difficultés qu'a connues le pays en 2012 liées donc à l'insécurité, liées donc à la guerre civile dans ce pays. Le pays a repris progressivement et 2017 a affiché une très belle performance avec 5,3% de taux de croissance. C'est quand même bien pour le pays. Il faut déjà dire qu'en 2016, le pays avait déjà affiché un taux de croissance des meilleurs et 2017 a été donc consolidé, ce taux a été consolidé pour permettre quand même au Mali de reprendre progressivement son souffle économique. Donc, on a retrouvé un secteur agricole très bien en forme, même s'il y a encore la question de la modernisation et la question de la transformation qui se pose avec acuité. Le Mali quand même arrive à s'en sortir avec un PIB au niveau donc du sous-secteur agriculture de l'ordre de 12,5%. C'est quand même appréciable pour un pays qui continue quand même à subir les affres donc, de l'insécurité au niveau de la région. Casimir Pédio, on le sait, l'inclusion économique n'est pas encore une réalité au Mali, malgré les réformes majeures engagées par le gouvernement. Qu'est-ce qui n'a pas marché et surtout, que faire pour renverser la tendance? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est déjà que le pays est divisé en deux. Il y a un côté, le nord surtout, qui aujourd'hui est toujours sous l'insécurité totale. Et donc, il est un peu difficile pour le gouvernement, il est quasiment impossible. Donc, pour les partenaires techniques et financiers, les investisseurs, d'aller donc au niveau donc, de cette région-là. Et donc, les populations qui vivent là-bas n'ont pas forcément accès à un certain nombre de conforts. Et ceci entrave dangereusement l'économie du pays. L'autre chose qui n'a pas pu marcher pour le Mali, c'est que les réformes prennent du temps à s'imposer au niveau donc, du pays. Il y a un certain nombre de choses, telles que par exemple la bonne gestion des ressources financières qui se pose avec acuité pour le pays. Et face à ça, il y a ce qu'on peut appeler le choc exogène. C'est la situation très peu confortable au niveau de l'international lié aux chutes donc, du brut du pétrole qui a affecté les matières premières. Vous savez, en dehors du coton, qui est donc la première, ou du moins c'est le premier produit d'exportation, le Mali, c'est quand même l'or. Et donc, lorsque le pétrole n'arrive donc pas à se stabiliser à cause donc de tout ce que cela connu, c'est que l'or également a pris un coup et donc le Mali n'a pas pu donc faire de l'inclusion économique à cause de ces facteurs-là. Il faut également dire que partout ailleurs au niveau de la sous-région, la question de l'inclusion économique se pose avec acuité parce que nos dirigeants n'arrivent toujours pas à faire le lien entre la croissance démographique et la croissance macroéconomique. Donc, il va falloir aujourd'hui que le Mali puisse trouver le mécanisme par lequel financer le secteur social tel que l'éducation, la santé, la culture et bien d'autres encore, afin que ce que le pays produit en termes de devises puisse être véritablement redistribué au niveau de la population. Casimir Pédio, vous l'avez souligné, l'économie malienne repose aujourd'hui essentiellement sur l'or, sur le coton, disons en général l'agriculture. Est-ce que ce seul sous-secteur peut permettre à ce pays-là de réellement entamer son décollage? Malheureusement non, parce que ces deux produits ne suffisent pas. Il va falloir d'abord faire la transformation sur place, mais aussi compter sur le tourisme, le secteur tertiaire de façon globale, les finances, les TIC et tout ça. C'est tout un ensemble qui fait l'économie. Et donc, quand l'insécurité règne, c'est bien évident que le tourisme ne marche pas. Ne marchera pas. Et puis, je pense que le pays ne pourra pas compter sur ce secteur-là. Voilà donc les facteurs qui entravent donc l'économie. Et il va falloir que le chef de l'État, ensemble avec les membres du gouvernement, puissent travailler pour renforcer donc la sécurité au niveau du pays, travailler pour donner d'autres directives à l'économie malienne afin que le coton et l'or ne soient pas donc les deux piliers du développement au niveau du pays. Merci beaucoup Casimir Pédio. On se donne déjà rendez-vous demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour d'autres informations.